Au milieu de l'Himalaya, il existe un pays perché loin du monde, et dont vous n'avez sûrement jamais vu d'image. Pas parce qu'il est dangereux, ni parce qu'il manque de paysages grandioses, mais parce qu'il a fait un choix qu'aucun autre pays n'a osé faire. Je paye 100 $ de visa par jour pour avoir le droit d'être ici. Tout ça pour préserver sa nature, ses habitants et son mode de vie unique. C'est un pays quasi secret, alors qu'il pourrait être dans les destinations les plus à la mode du moment. Un endroit avec une culture colorée, des traditions qui semblent être les mêmes depuis des siècles, des temples accrochés à des falaises et des montagnes à perte de vue. Le Bhoutan. Tout ici donne l'image d'un paradis préservé. Pourtant, derrière cette carte postale se cache un pays qui remet en question tout ce qu'on pense savoir sur le développement, le tourisme et même le bonheur. Et c'est exactement ce que je suis venu comprendre. Je crois que ça se passe de commentaires. Bienvenue dans le royaume himalayen. Bienvenue au Bhoutan. Je suis si heureux d'être au Bhoutan, un pays qui me fait rêver depuis si longtemps. Je trouve que c'est un pays caché de base. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet avant de venir et j'ai trouvé peu de reportages, peu de posts sur les réseaux, encore plus en français. Peu de gens qui viennent vraiment sur le terrain. Et du coup, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de venir vous montrer cette destination hors du commun. Cette destination qui est connue comme la plus chère au monde parce qu'elle a mis une taxe hyper importante pour venir. On en parlera un peu après. Cette destination qui est considérée comme la plus heureuse du monde. Il y a beaucoup de mythes et beaucoup de choses à découvrir par rapport au Bhoutan. Mais d'abord, un peu de contexte. Le Bhoutan, il a ouvert ses portes au tourisme en 1974. Et en 1974, il y a eu 287 visiteurs sur une année. Ça fait moins d'un touriste par jour. C'est vraiment pas énorme. En 2000, on arrivait à peu près à 2000 personnes sur l'année entière. Et en 2019, il y a eu le record ultime pour le nombre d'entrées de visiteurs au Bhoutan. 315 000 personnes. Mais si tu compares ça avec la destination la plus visitée au monde, la France, yes, allez les Bleus, il faudrait 1 jour et demi au tourisme en France pour avoir autant de visiteurs qu'en un an au Bhoutan. Ouais, dit comme ça, tout de suite, ça te montre à quel point c'est confidentiel le Bhoutan. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ces images un peu exclusives, un peu rarissimes. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Le Bhoutan, c'est un petit pays coincé entre deux géants, l'Inde au sud et la Chine au nord. Il fait environ 38 000 km², soit à peu près la taille des Pays-Bas. Sauf qu'ici, près de 98% du territoire est recouvert de montagnes. Et pas n'importe lesquelles, puisqu'on est en plein cœur de l'Himalaya. C'est ce qui en fait, proportionnellement, le pays le plus montagneux du monde, devant la Suisse ou même le Népal. Pour vous dire, ce pays, il est tellement montagneux que tu peux assez souvent te retrouver la tête dans les nuages. Littéralement, là, je suis à peu près à 4000 mètres d'altitude. Les nuages épousent les cimes des arbres. C'est juste sublime comme spectacle. Avec un peu moins de 800 000 habitants, le Bhoutan est aussi l'un des pays les moins peuplés d'Asie. Pour vous donner une idée, c'est moins que la population de Marseille. Tout le pays tiendrait dans une seule de nos grandes villes. Et s'il est encore sous les radars, c'est parce que pendant des décennies, il s'est volontairement fermé au monde pour protéger sa culture et son identité. Ça a été le tout dernier pays à autoriser la télévision. On y reviendra, mais il a aussi pris une décision forte. Taxer chaque personne qui visite le pays pour éviter le tourisme de masse. Et ça se voit dès l'arrivée. Pas de gros hôtels, pas de paysages bétonnés. Et je suis seul. La première chose que je voulais voir ici, c'était le mode de vie des Bhoutanais. Pour ça, je me suis rendu au village de Gangtei, qui abrite l'un des plus beaux temples du pays. On se dirige tranquillement dans le village. Et déjà, ça, c'est magique. L'architecture des maisons plus les animaux en totale liberté, je confirme qu'on est bien au Bhoutan. What is it? This one is a wild mushroom. This is a Wild mushroom. but I'm not sure whether it is edible or not. Okay. And what you do for a walk here? I work in a bank. You get this one free of cost. Free? Because if you work in a bank, it is like useful to us. You're the king. You give them good loan and then they give you free Yeah. food. Nice to meet you. Thank you. Ciao, ciao. Okay, bye. J'ai l'impression d'être dans une sorte de Japon féodal. Ça va être incroyable cette vidéo. On va découvrir beaucoup de choses ensemble, vous et moi. Messieurs, dames, je vous présente le majestueux temple qui est juste derrière moi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite à l'intérieur. C'est juste
incroyable, les détails, etc. Il y a la brume qui caresse le toit. Il y a quelqu'un qui sonne la cloche. C'est officiel. Je suis rentré dans une autre époque. Hello. 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 Oh, thank you. Thank you. Ça, c'est vraiment incroyable. Je viens d'avoir un petit bonbon gratos offert. La gentillesse des gens. C'est ok. Au Bhoutan, vous allez voir des temples absolument partout. Et la raison est simple, le bouddhisme est la religion principale du pays, et environ 3 Bhoutanais sur 4 le pratiquent. On y reviendra souvent dans cette vidéo, parce que tout, de près ou de loin, est lié au bouddhisme. Et presque tous les temples que vous visitez sont encore en activité, certains sont même habités. C'est le cas à Gangtae, où se trouve l'une des plus grandes universités religieuses du pays. Ok, donc là, il est tout juste 17h, vraiment 17h tout pile. Et ce qui se passe, c'est impressionnant, ça montre déjà la ponctualité des étudiants. Tout le monde vient de sortir de sa chambre. Ça se voit que tout est carré, tout est bien occupé. C'est quand même assez impressionnant, ça reste une sorte de sacrifice de faire tout ça. Évidemment, c'est dans le but de mieux se connaître, de mieux connaître sa spiritualité, etc. Mais on parle de près de 10 ans ici potentiellement. Derrière moi, il y a le temple principal. J'espère qu'on pourra rentrer dedans aussi. Normalement, on n'a pas le droit de faire d'image, mais il se pourrait que je puisse vous montrer tout de même. Je croise les doigts pour ça. Ce que vous voyez là, c'est une pratique au cœur de la formation des moines bouddhistes. L'un pose une question, debout, l'autre y répond, assis. Le claquement de main a une signification symbolique, mais il sert aussi à garder l'attention de celui qui écoute, à le maintenir éveillé. Et pour comprendre un peu mieux la vie de ces moines, j'en ai interrogé un directement sur place. Can you tell me your name? My name is Thupten Churup Peltsongpo, and I am studying in the 5th grade of this very university. And so why did you choose to do that? Just I had the prophecy to be continued my dharmic life from the very early life. So I was like being considered as a very highly person. So in this life also, it's my responsibility to continue this dharmic life. How do you know that you had a previous life? Is it when you grew up? One day, without any of the thinking, without any of the notions, so it happened like I was able to share all about my previous life. Oh wow. Or then I could even able to recognize the parents of my previous life. It'd be a stupid question too, but why there are only boys in this university? So like institute, a Buddhist institute, we have the segregation between the monks and the nuns. Mm-hmm. So in this, being a monk, we have only the male. If you like the go to the like the nunnery, then you will see only the females. So this has like the made from the time from the Buddha itself. All right, but I have another question. Like, can you be on your phone? Do you have a smartphone? When we are living in this very institute, so we are not freely allowed to use the smartphones. Thus, we are having the availability of the smartphones only during the weekends. Only on weekends. Weekends, yes, Okay. During the weekdays, our phones will be submitted to the captain rooms. Oh wow. Respective Okay. class in the, like a box, and Yeah, then yeah. we need to submit The question. the phones, Hmm. and they will take the attendance. Okay. Et si vous avez déjà entendu parler du Bhoutan, c'est sûrement pour une raison bien précise. C'est le pays qui a décidé de ne pas mesurer sa réussite uniquement avec le PIB. Dès 1972, il choisit un autre indicateur, le bonheur national brut. L'idée, c'est de mesurer le bonheur de ses habitants à partir de 4 piliers. Un développement responsable, l'environnement,
la culture et la bonne gouvernance. La Constitution impose par exemple qu'au moins 60% du territoire reste couvert de forêts. Résultat, le pays absorbe environ 3 fois plus de CO2 qu'il n'en émet. Il est aussi classé 18e pays le moins corrompu au monde, devant la France qui n'arrive qu'à la 27e place. J'ai mené une enquête complète sur le BNB, ce qu'il a changé dans le pays et ses limites. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater, elle sort très bientôt sur la chaîne. Ce que vous voyez là derrière moi, c'est la carte postale du Bhoutan. Notamment d'ailleurs avec la petite maison. Là, c'est typique aussi ça, c'est vraiment typique. Et je peux vous le dire honnêtement, ça fait 15 ans que je voyage énormément. J'ai voyagé dans plein de pays qui sont à faible densité. Je suis allé en Namibie, je suis allé dans plein d'endroits. Mais le Bhoutan a ce quelque chose en plus d'un point de vue de l'atmosphère. D'un point de vue de... je ne saurais même pas vraiment vous le partager. Mais il y a quelque chose de très spécial qu'on retrouve particulièrement dans les alentours de ce monastère. Ce calme, cet apaisement qu'on ressent partout. Vraiment partout. Si vous aimez la randonnée, le Bhoutan, c'est le paradis. Déjà parce que les paysages sont magnifiques et préservés, mais aussi parce qu'en arrière-plan, il y a presque toujours une montagne, puisque je vous le disais plus tôt, c'est le pays le plus montagneux du monde. Par contre, sur place, n'espérez pas partir gravir des sommets. La plupart sont sacrés, et depuis 1994, l'ascension de tous les sommets de plus de 6000 mètres est interdite. C'est précisément pour ça que le Bhoutan abrite le plus haut sommet encore jamais gravi de la planète, le Gangkhar Puensum, qui culmine à 7500 mètres. Pour vous donner une idée, l'Everest ne fait que 1300 mètres de plus. Ceci est une stupa, c'est un monument bouddhiste. Et depuis le début du séjour, je vois des gens qui font des détours, littéralement, en voiture ou à pied, pour toujours passer sur le côté gauche. Ça m'a quand même un petit peu interpellé. Et je me suis renseigné là-dessus parce que c'est hyper intéressant, ça fait partie du quotidien des gens, littéralement, ici. Et j'ai compris qu'il faut toujours avoir la stupa sur sa droite parce que c'est considéré comme pur. Il y a aussi une question de respecter le mouvement du soleil dans le ciel, ce qui fait que les gens vont tous faire des détours. Mais vraiment, ça se remarque partout au quotidien, à un point que parfois tu pouvais même penser que c'était un rond-point. Non, les ronds-points, c'est français. Laissez-nous ça au moins, s'il vous plaît, les Bhoutanais. Mais vraiment, tout le monde fait des détours. Et ça peut même être un peu mal perçu si tu ne le fais pas en tant que touriste. Alors, on est au Bhoutan, donc les gens ne seront jamais insultants, ne seront jamais menaçants ou quoi que ce soit de négatif. Mais c'est juste que tu comprendras que si tu pouvais essayer de respecter la coutume d'ici et la logique en soi d'ici, ça serait mieux. Donc c'est aussi pour ça que je vous le partage. Si un jour vous venez dans le coin, prenez toujours la gauche pour bien faire les choses, tout simplement. Le Bhoutan est un royaume qui a transité pacifiquement de monarchie absolue à monarchie constitutionnelle en 2008. Mais les souverains gardent un rôle central dans la vie du pays. Des portraits de la famille royale sont affichés partout, et tout le monde porte un pins à l'effigie du roi sur ses vêtements. En 2011, le roi a épousé Jetsun Pema. Dans la presse internationale, on surnomme d'ailleurs le couple les Kate and William de l'Himalaya. La reine a même un compte Instagram, suivi par environ 350 000 personnes. Pour remettre ça en perspective, dans un pays de 800 000 habitants, c'est comme si plus de 40% de la population la suivait. En comparaison, Emmanuel Macron est à 7 millions d'abonnés, alors qu'il lui en faudrait près de 30 millions pour atteindre les mêmes proportions à l'échelle de la France. C'est évidemment pas un indicateur parfait, mais ça donne une petite idée de la popularité des souverains sur place. Et là, vous vous dites probablement en regardant cette vidéo, mais Bru, pourquoi il y a aussi peu de monde qui va dans ce pays? Eh bien, c'est probablement pour ce sujet-là. Le Bhoutan, il a créé une taxe importante afin de limiter le tourisme. Ça s'appelle la SDF, Sustainable Development Fee. C'est concrètement 100 $ par jour et par personne pour avoir le droit d'être ici. 100 $ par jour, dites-vous que c'est déjà pas mal, mais fut une époque pas si lointaine, juste avant le Covid, c'était même 200 $ par jour et par personne. Ils ont baissé cette taxe suite au Covid pour relancer un peu le tourisme. Selon de nombreux articles que j'ai pu consulter, le gouvernement pense à remonter la taxe à 200 $ très prochainement. Donc cette taxe qui est extrêmement onéreuse, ça permet au Bhoutan de limiter grandement les flux, donc de préserver sa culture, de préserver sa population du tourisme de masse, mais aussi ça assure au Bhoutan que les
les gens qui viennent ici, ils l'ont vraiment voulu à 300%. Ils seront pas là juste pour faire une photo et repartir. Non, ils vont chercher à s'imprégner de la culture. À ça, faut rajouter une autre dépense, et pas des moindres. Le Bhoutan oblige à voyager avec un guide et un chauffeur partout dans le pays. Ça, c'est pareil, c'est pour faire en sorte que les gens qui viennent ne fassent pas n'importe quoi. Alors, je mets juste un petit peu de contexte par rapport au guide. Le guide ne va pas t'obliger à aller à un endroit ou à un autre. C'est quand même toi qui vas faire ton programme. Si tu veux te lever à 5 h du matin, tu lui dis, il t'accompagnera. C'est ce que je fais personnellement tous les jours. Mon guide est peut-être en burn-out actuellement. Ça permet aussi, encore une fois, d'avoir quelqu'un qui va tout expliquer. Donc ça permet quand même aussi de bien s'imprégner. C'est encore une fois le but, mine de rien, du Bhoutan. Juste pour donner un petit chiffre quand même, au Bhoutan, il y a 3500 guides officiels pour moins d'1 million d'habitants. À titre de comparaison, en France, il y a à peine 3000 guides qui vivent vraiment de leur activité. Il y a plein de guides non officiels en France et des guides qui font ça à côté de leur taf, mais ça n'empêche qu'en France, on est quasiment 70 millions. Au Bhoutan, on est moins d'1 million, donc guide ici, c'est pas rien. Il y a une vraie formation, etc., etc. Et c'est aussi pour ça qu'il faut partir avec une agence quand on vient ici, c'est beaucoup plus simple. Perso, je suis parti avec Selectour, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, on va tout de suite partir à la découverte un peu plus de ce pays mystérieux. Let's go! Bon, je tiens quand même à apporter quelques nuances à ce système. Payer 100 $ par jour ne garantit en rien qu'on soit un touriste plus respectueux. Et surtout, ça revient à trier les visiteurs selon leur portefeuille. Le Bhoutan est un pays qui ne se découvre que si on en a les moyens. La bonne nouvelle, c'est que cet argent ne part pas en fumée. Il alimente le budget de l'État et finance la préservation des forêts, de la faune et du patrimoine. Mais il sert aussi et surtout à garantir des soins et une éducation gratuite à toute la population, notamment aux Bhoutanais les plus pauvres. J'ai fait mes recherches, toujours pour comprendre un peu l'isolement du Bhoutan, et j'ai trouvé une info hyper intéressante à vous partager, à savoir que le Bhoutan n'a pas été en conflit armé depuis plus d'1 siècle. Autant vous dire que sur le dernier siècle, des conflits planétaires ou régionaux, il n'y en a pas eu qu'un seul, comme vous le savez. Donc ça vous montre à quel point ce pays, il est un petit peu à part, il est un petit peu de son côté et isolé. Et d'ailleurs, l'armée royale bhoutanaise, qui est composée d'à peine 8000, 10 000 hommes, elle n'a jamais été impliquée dans un conflit. Cependant, il y a une histoire dont je dois vous parler parce que je suis dans un monument qui l'honore dans un sens. Cette histoire, elle a eu lieu en 2003. À l'époque, l'armée royale bhoutanaise a été mobilisée afin de déloger des terroristes indiens qui étaient planqués dans les montagnes du Bhoutan. Malheureusement, il y a eu 10 décès du côté de l'armée royale bhoutanaise et c'est pour ça que ce monument, partout autour de moi, il existe aujourd'hui. Pour autant, il y a 108 stupas autour de moi, alors qu'il n'y a qu'une dizaine de décès. Donc, vous pouvez vous dire, pourquoi il y a 108 stupas alors qu'il y a une dizaine de décès? Ça, c'est plus lié à la religion du bouddhisme, qui est hyper importante ici, bien évidemment, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et d'ailleurs, ce chiffre 108, on va en parler un peu plus en détail. Dans le bouddhisme, c'est un nombre sacré. Il représente notamment les 108 passions humaines qu'il faut dépasser pour atteindre l'éveil, comme l'attachement, la colère ou l'ignorance. Et une fois qu'on le sait, on le voit partout dans le pays. Les chapelets de prière comptent presque toujours 108 perles. Et sur le bord des routes, on peut voir parfois des drapeaux blancs plantés en série. Là aussi, ils sont en général 108. Ils sont là pour honorer une personne décédée. D'ailleurs, il existe d'autres types de drapeaux que vous croiserez pendant votre voyage et eux aussi sont emblématiques de toute la région. Les drapeaux de prière, ils sont présents un peu partout dans la région himalayenne, par exemple au Tibet, au Népal ou bien évidemment au Luxembourg. C'est faux, au Bhoutan. Et je pense que vous l'avez tous déjà vu dans des documentaires, des reportages, des films, des séries. Mais ce que vous savez peut-être pas forcément, c'est que l'ordre des couleurs est toujours le même. Jaune, vert, rouge, blanc et bleu. Et chaque couleur a évidemment sa symbolique. Le jaune, c'est la terre. Le vert, c'est l'eau. Le rouge, c'est le feu. Le blanc, c'est l'air et le vent. Et le bleu, le ciel et l'espace. Et on peut voir des inscriptions de prières sur ces derniers. Et la croyance veut que ces prières qui sont inscrites là soient transportées avec le vent. Vous l'avez compris, pour voyager au Bhoutan, il vous faudra un guide obligatoirement. Et afin de trouver le meilleur guide qui va correspondre à vos besoins, à vous, je vous conseille vivement de partir avec Selectour. Selectour, c'est le premier réseau d'agences de voyage indépendantes de France. Il y a plus de 1000 agences partout sur le territoire, donc il y en a forcément une pas loin de chez vous. Et l'avantage de partir avec Selectour au Bhoutan, par exemple, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir faire un parcours
liées à vos besoins en fonction de ce que vous voulez faire. Vous vous levez tôt le matin ou dormir dans tel type d'hébergement, faire ce type d'activité. Bref, vraiment, vous allez pouvoir construire votre propre parcours et surtout, ça vous permettra, une fois sur place, de vivre votre meilleure vie. On a co-construit avec Selectour un voyage au Bhoutan. Donc si ce que vous voyez à l'écran là tout de suite vous fait rêver, eh ben j'ai une très bonne nouvelle puisque vous allez pouvoir vivre la même chose. C'est une opportunité incroyable pour vous parce que tout est déjà prêt. Vous avez juste à vivre votre meilleure vie. Je vous mets les infos en description si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs j'ai une très bonne nouvelle quand même à vous annoncer. J'ai négocié pour vous 5% de réduction sur les mois à venir à la sortie de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder le lien en description et aller vous renseigner auprès de l'agence Selectour la plus proche de chez vous en disant que vous voulez faire le voyage de Bru au Bhoutan. Ils comprendront probablement. Alors là, je viens d'arriver sur une scène de vie assez folle. C'est-à-dire que je suis dans un temple où il y a beaucoup de moines autour de moi. Et ils font un jeu que je trouve extrêmement dangereux, que je voulais vous partager. C'est-à-dire que... Hey. C'est-à-dire qu'ils ont tous des fléchettes. Et leur but, c'est de viser, mais genre à 20 mètres au moins, tout là-bas au fond. Sachant qu'une fois que tu as lancé ta fléchette, tu dois aller tout là-bas. Ce que je trouve extrêmement dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, ça me ferait un peu peur. C'est un sport qui s'appelle le koulou. Je vais pas le tester parce que je vais tuer quelqu'un. Ça serait irrespectueux. Mais je trouve ça fou. Ils sont à 20 mètres. Vraiment, leurs flèches sont terribles. Can you show me how it looks? Oh wow. You can kill someone. Wow. Thank you. Wow. C'est des fous. C'est vraiment des fous. Ah oui, et le bouddhisme, il a un autre aspect hyper intéressant que je voulais vous partager parce que omniprésent au Bhoutan. Si vous venez dans le coin, vous le verrez. Des vaches, un peu partout. Sur la route par exemple. Et les voitures s'arrêtent. Hein. Mais pourquoi Bru? Eh bien tout simplement parce que c'est interdit de tuer un animal ici. À cause, ou plutôt grâce au bouddhisme. Parce que ça a un impact négatif sur son karma. Et du coup, ben, littéralement, les vaches ici, elles vivent leur meilleure vie. Les voitures qui passent sur la route ralentissent, etc. etc. Bon, étant végétarien depuis 10 ans, ça me parle forcément ce sujet, mais Salut. Bienvenue au Bhoutan. Bon, j'apporte juste une petite nuance à ce sujet-là, c'est pas parce que les animaux ne se font pas tuer que tout le monde est végétarien ici, et du coup, comment font les Bhoutanais pour manger de la viande? Et bah, tout simplement en important la viande depuis l'Inde notamment. Donc voilà, petite nuance tout de même, hein, faut pas croire que tout le monde est vegan ici, juste ils importent la viande. Étant végétarien depuis 10 ans, je peux vous dire que c'est très simple d'être végétarien ici tout de même, il y a toujours des options, et ça, c'est un bonheur. Le lendemain, je suis parti en direction du plus bel endroit du pays, celui qu'on retrouve sur absolument toutes les cartes postales, Tak Tseng. Ok messieurs dames, mon objectif c'est d'aller tout là-haut, au Tiger's Nest. Ça va être compliqué, c'est une grosse rando, il y a plus de 700 mètres de dénivelé positif, mais on y croit. Ok, j'ai fait une bonne moitié. Ça n'a jamais paru aussi proche, mais aussi loin à la fois. Mais promis, une fois en haut, on va parler de l'histoire de ce monastère. Je vous présente officiellement et avec beaucoup de joie le monastère du Tigre. Vraiment, je pèse mes mots, j'ai rarement vu un monument aussi sublime. Comment ils ont fait pour construire ça dans un endroit aussi loin de tout, aussi caché? Et ce qui est assez fou, c'est que je suis le matin, il est 9h du matin, et il n'y a vraiment pas grand monde encore une fois. Comme quoi le Bhoutan, c'est vraiment loin de tout. Après, ça se mérite, hein. Il m'a quand même fallu une bonne heure et demie de marche pour monter jusqu'ici.
mais je le fais 1000 fois s'il faut le refaire. Le monastère a été construit en 1692. Il est perché à plus de 3000 mètres d'altitude, accroché à une falaise de la vallée de Paro. Et cette falaise s'élève à elle seule à près de 900 mètres au-dessus du fond de la vallée, soit presque 3 fois la hauteur de la tour Eiffel. C'est ici que serait né le bouddhisme au Bhoutan. La légende raconte qu'un grand maître y serait arrivé sur le dos d'une tigresse, d'où son nom, le Tiger Nest, le nid du tigre. C'est donc un lieu de pèlerinage immense pour les Bhoutanais. Certains moines y vivent des années, sans presque jamais redescendre dans la vallée. À l'intérieur, la photo et la vidéo est interdite, et ça rend l'expérience encore plus forte. J'ai l'impression d'être devant un fond vert actuellement tellement que c'est magnifique ce paysage. Et je voulais vous parler d'un ressenti profond que j'ai depuis le début de mon séjour ici. C'est que, comme vous le savez, ça fait depuis 15 ans que je voyage un peu partout, que ce soit en France, en Europe ou évidemment plus loin autour du monde. Et je crois que j'ai jamais ressenti une destination, un pays aussi apaisé et apaisant que le Bhoutan. C'est probablement lié au fait que le bouddhisme est omniprésent ici et a quand même beaucoup de vertus. J'ai une petite anecdote toute bête, mais il y a un moment, mon guide, quand je marchais sur des escaliers, m'a dit de faire attention où je marchais parce qu'il y avait une abeille et qu'il fallait surtout pas l'écraser. C'est un truc tout bête, mais ça vous montre qu'ici, on vit en harmonie et ça marche avec l'ensemble des espèces animales et donc évidemment les humains aussi. Et il y a quand même aussi un côté de profonde gratitude entre eux de façon générale. Ajoute à ça le fait que je suis quasiment seul à chaque fois. Là, je suis dans l'endroit le plus touristique du Bhoutan et regardez, il y a vraiment pas grand monde. Ça fait que je rencontre quasiment que des locaux qui parlent globalement bien anglais et du coup ça rajoute un côté vraiment beaucoup plus puissant à ce voyage qu'à certains autres. Parce que moi, plus le temps passe et plus je me dis que j'ai pas envie de voyager uniquement pour des beaux paysages. Alors bien évidemment, c'est incroyable et j'ai les larmes aux yeux de voir un tel endroit, mais je ne voyage plus que pour ça. Et le Bhoutan, pour chercher un peu plus que ça, je trouve que c'est la destination incroyable. Donc si vous cherchez à être apaisé, si vous cherchez du calme et une destination avec une culture et des traditions ancestrales incroyables, je crois que je l'ai trouvé pour vous, la bonne destination là. Et en baladant dans le pays, il y a un détail que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Oui, des phallus, peints sur les murs des maisons, sculptés ou accrochés aux quatre coins des façades. Et personne ici ne trouve ça choquant. Bon, je me balade dans le village tout de même pour vérifier si c'est 100% vrai, puisque j'aime l'investigation, la vraie. Un phallus ici. C'est ok pour vous? Attendez. Un très beau phallus, ok. Et on continue un petit peu plus loin. Un très beau phallus encore. Et enfin, on vend du phallus à tout va, avec le maxi bonus, selon moi, l'avion phallus. Ou le phalavion, je sais pas comment on l'appellerait. Vous me direz en commentaire. Donc oui, il y a des vraiment partout. Bon, même si tout ça c'est assez marrant pour un Français ou un Européen, vous vous doutez bien que cette obsession du phallus au Bhoutan, elle a une histoire. Ce qui a vraiment ancré cette culture dans la pratique bhoutanaise, c'est une légende. Drukpa Khunle, un moine tibétain du 15e siècle, surnommé le fou divin. Son objectif à l'époque, c'était de casser les codes d'un clergé qu'il jugeait trop rigide en gros. Et c'est aussi lui qui aurait lancé la fameuse tradition de peindre les phallus sur les façades des maisons. Et ça, dans la croyance, c'est fait pour éloigner le mauvais œil. On se couchera tous moins bêtes ce soir. C'est le but de mes vidéos aussi, hein. Apprendre pourquoi il y a des phallus dans certains pays. Après ça, j'ai pris la direction d'un monastère un peu particulier. Un monastère réservé aux femmes. My name is Choki Ongmo, and I'm 26 years old. I'm from Bhutan. In 2019, when I was 19, I came here and joined as a nun. It was my own decision. I got inspired by my parents in a very typical Bhutanese family. Visiting temples, praying, and being kind was a part of my daily life. And what is the most important thing that you learned during all your study? Attachment is the root cause of everything, I think. I try my best not to get attached to anyone else, not to anything else. It doesn't mean that not to love anyone else. If I love others, that's what makes me happy. But if I get attached to something, that's where I get sad, because eventually everything has to depart. Buddhist nuns and monks, first thing that we do, we shave our hair.
everyone is attached to their hair, you know, like we make hairstyle and we, in order to look good to someone and in order to attract someone, we make our hairstyle. No? Now, when we come here, we just shave our hair. That's the first sign of the attachment. What would you say to French people who don't know much about Bhutan in order to inspire them to come here maybe, or, you know? If you are really looking for something simple or something happy, you're always most welcome to Bhutan. Et pendant mon séjour, j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie religieuse dans la région de Punakha. Ce jour-là, les Bhoutanais se rendent au temple en famille, tous en habits traditionnels. Et je crois qu'on peut difficilement faire plus beau comme spectacle. Cet immense lieu que vous voyez derrière moi, c'est un tsong. Un tsong, c'est un temple fortifié. On en trouve dans 2 endroits dans le monde, le Tibet et le Bhoutan. Mais un tsong, ça sert aussi pour des moments historiques du pays. Par exemple, c'est ici que le premier roi du Bhoutan a été intronisé. Ça me fait penser à un autre truc que je trouve fou par rapport à ce lieu quand même. Il a été fait sans aucun clou. Vraiment, aucun clou. Deuxième chose incroyable, ce tsong a été fait sans aucun plan. Franchement, messieurs les architectes, respect. Arriver à faire une telle chose sans aucun plan, c'est une prouesse. Et c'est le cas de chaque tsong d'ailleurs. Si vous venez au Bhoutan, vous en verrez un petit peu partout et à chaque fois, ils sont impressionnants. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce royaume. C'est juste une destination incroyable et j'ai une bonne nouvelle. D'autres vidéos arrivent au Bhoutan la semaine prochaine, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer mes autres reportages ici. Ça reste assez exclusif, donc ça serait bête de rater ça. En parlant de reportages, j'ai fait 2 autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Une sur l'Ouzbékistan, aux confins des pays de la route de la soie, et enfin une autre sur la Namibie. N'hésitez pas à regarder les 2, ça vaut vraiment le détour. C'est pas le Bhoutan, mais c'est des destinations qui sont aussi assez originales. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!